vous remercie beaucoup de votre présence et pour rendre un hommage à un artiste exceptionnel, demeuré inconnu dans son pays du fait de son exil et dans le monde des arts, oublié chez nous depuis très longtemps. Venu au siècle dernier du centre de l'Europe, européen, il l'était de nature, d'éducation et de cœur. Mais on peut dire que dans son originalité, il dépassa cette dimension, surtout après le carnage de 1914, jusqu'à la fin de sa vie, mettant son art en tout désintéressement au service de l'homme. Son dessein était de le mieux se faire connaître lui-même pour tenter d'aider le monde à se retrouver et à rendre les relations humaines plus harmonieuses et plus fécondes dans le respect de toutes les différences. C'est donc en France, terre d'accueil, qu'il exerça ses talents, et je vais essayer de vous révéler un peu de ce que fut cet homme tout à fait hors du commun, dont mes amis et moi-même avons tant reçu. Parler de lui, ce sera donc parler de danse, de sa danse, d'une danse que je n'ai fait que danser sans être ni danseuse professionnelle ni professeur de danse, seulement en témoin d'un art dont j'ai reçu les plus grands bienfaits, tant sur le plan physique que cérébral, car l'enseignement de Malkowski s'adresse à l'être global, son exercice physique n'étant jamais dissocié des autres plans humains, mental, émotionnel et spirituel. Et je vais le dire avec les mots très simples qui étaient les siens, car ce serait le trahir que de le livrer à une analyse intellectuelle qui voudrait faire savante, comme il s'en fait tellement d'hermétiques aujourd'hui, alors qu'il s'excusait toujours de ne savoir vraiment bien dire les choses qu'en dansant. Car la danse pour lui était vraiment un langage qui doit se suffire à lui-même, comme il le dit dans l'un de ses rares écrits. Le plus merveilleux, le plus subtil, le plus puissant des langages, celui qui parle aux hommes de toutes couleurs et de toutes conditions, sous toutes les latitudes, c'est le mouvement humain dans toute son harmonie et dans toute sa richesse. Et il conclut: la danse en est la forme supérieure, ce qu'il appelait l'aristocratie du geste courant. Et pour ce chorégraphe, le mouvement pourtant n'était pas le but du spectacle, mais seulement le moyen donné aux danseurs pour extérioriser sur scène ses pensées et ses émotions intérieures. Ce n'était donc pas au mouvement qu'il attachait le plus d'importance, mais essentiellement à ce qui se dégage du mouvement. Ce qu'il justifiait scientifiquement, car sachez bien, disait-il, que l'énergie que vous émettez dans chacun de vos gestes se propage dans l'espace bien au-delà de vos extrémités visibles. Votre corps ne s'arrête pas au bout de vos doigts. Les ondes qui s'en échappent s'élargissent concentriquement dans l'atmosphère, exactement comme celle que produit une pierre qui fend la surface de l'eau. C'est ce qui fait votre rayonnement, et son intensité dépend de vos forces magnétiques dont l'émission est là, et toujours du même geste, il indiquait le bas de la poitrine au niveau du plexus solaire.
Pour porter au maximum ce rayonnement, il lui fallait d'abord apprendre à capter cette substance invisible qui nous entoure, puis à la comprimer intérieurement pour la redonner ensuite en chaleur et toucher le monde alentour. Cet important travail de base se faisait en 2 temps, accumuler, puis libérer l'énergie après un très court moment de répit, un instant infime d'immobilité, mais qui ne doit jamais être un arrêt. On comprend donc déjà qu'il ne tolérait pas dans ses cours des gesticulations vides. Le but du danseur, disait-il, n'est pas de venir se faire admirer sur une scène, non. S'il n'a rien à dire, s'il ne communique pas à ceux qui le regardent l'irrésistible désir de venir danser avec lui, alors il perd son temps. Et de nos mains, de nos bras, de nos cœurs, il nous demandait de tout prendre pour pouvoir tout donner, en se plaisant à répéter « Nous ne sommes sur terre pour répandre la joie. Le plus beau spectacle du monde, c'est le visage d'un homme heureux. » Qui était donc cet homme qui se faisait mission d'apprendre la joie et qui savait si sérieusement la donner? Malkovski eut une certaine notoriété entre les 2 guerres sur les grandes scènes parisiennes, particulièrement au théâtre des Champs-Élysées. Son dernier récital eut lieu salle Gaveau le 18 juin 1948. Se consacrant ensuite tout à son école, il est mort à 93 ans et ne s'est arrêté d'enseigner que quelques jours avant sa mort en 1982. Excepté quelques très beaux articles parus dans différentes revues des années 20 à 40, il n'a laissé qu'un discours oral qui a fait son enseignement très difficile à transmettre, car ses sources complexes sont très délicates à cerner. Grande est donc la responsabilité de l'avoir consigné dans un livre pour essayer d'en conserver les lignes essentielles à dessein d'aider peut-être de jeunes adeptes ou d'éventuels chercheurs de même courant de pensée. Je ne peux donc pas prétendre avoir tout dit de lui, ni vous le dire parfaitement, ni même être sûr de pouvoir présenter ses théories comme lui étant tout à fait personnelles, car il est tout à fait possible qu'il n'ait pas eu dans le monde l'exclusivité de ses principes. Peut-être même était-il en usage dans son pays d'origine. C'est à vous d'en chercher la réponse. Mais, peu connue en France, sa méthode, qui n'a absolument rien de commun avec celle des autres écoles, n'est guère appliquée chez nous. Il semble qu'elle n'ait jamais été reprise par de grands artistes, et si elle n'est pas adoptée par notre enseignant officiel, elle est appréciée d'un certain nombre de professeurs, ce qui laisserait à penser que ce maître qui peut surprendre et qu'on dit marginal pourrait en vérité avoir été un précurseur. Il est né le 21 septembre 1889 à České Budějovice, en Bohême, à 150 km de Prague. Nous ne savons que très peu de choses de sa vie personnelle et de sa famille, dont il aurait été orphelin de bonheur. Son père était magistrat, mais il parlait toujours très affectueusement de sa mère comme d'une musicienne exquise et cultivée dont il avait reçu sa première initiation musicale.
il fit des études classiques à Prague et se préparait, croit-on, à devenir ingénieur des eaux et forêts, mais venu en France en 1910 pour y trouver la liberté, il y reprit l'étude du chant et il dira plus tard être venu aussi pour y apprendre à vivre. Hélas, en 1914, il s'engageait volontaire dans la Légion étrangère au service de son pays d'adoption et c'est ainsi qu'il acquit la nationalité française. On a quelques raisons de croire qu'arrivé à Paris, il y aurait été reçu dans un petit cénacle d'artistes considéré à cette époque comme étant d'avant-garde. C'était Rodin, Bourdelle, Cortot, Stravinsky, Eugène Carrière et probablement quelques autres. Et c'est là qu'il aurait entendu parler pour la première fois d'une jeune danseuse américaine inspirée de l'art grec qui s'appelait Isadora Duncan. Elle parcourait l'Europe en prêchant le retour au mouvement naturel et par le moyen de la danse, elle voulait retracer la voie de la vérité antique et remettre en honneur la sainte beauté du corps. Séduit, on le suppose, par sa beauté, par son art et par ses idées, il délaissa le chant et se consacra à la danse. Jamais il n'eut d'échange direct avec la grande artiste, mais travaillant avec son frère Raymond, dont les conceptions gestuelles étaient quelque peu différentes, il deviendra en France l'un des premiers danseurs libres dans le grand courant isadorien. Et demeuré fidèle à l'étonnante danseuse jusqu'à sa mort, il la donnera en exemple dans ses cours avec une véritable dévotion. Passionné comme elle d'art égyptien et de culture grecque, réceptif comme elle l'était à la pensée de Nietzsche, et tout aussi marqué dans l'orbe de son frère de philosophies diverses mais surtout orientales, il était particulièrement ouvert à la connaissance venue des civilisations les plus reculées. Et pour cette parenté d'âme, pour cette communion d'idées, pour cette même conviction de pouvoir mener l'homme à une évolution physique, mentale et spirituelle par une révolution de la vie artistique, on peut reprendre à son endroit la parole d'Eugène Carrière, conquis par le travail et l'idéal d'Isadora Duncan. La danse, comme le grand peintre l'avait dit pour elle, cessait avec Malkovski d'être un divertissement. Si forte donc pour lui l'influence d'Isadora, qu'on ne s'étonnera pas de trouver dans leurs méthodes respectives d'importants dénominateurs communs. Abandonnant toute contrainte académique, tous deux rejetèrent d'abord les mouvements inventés qu'ils dénonçaient comme étant faux et artificiels. Mais, très sensibles à ceux de la nature, ils pensaient que pour être en bonne harmonie avec elle, l'homme devait s'adapter en mouvement à ses formes et à son dynamisme. Ils comprirent aussi que la force corporelle n'est pas seulement celle des bras et des jambes, mais qu'elle vient surtout de l'arbre de vie, c'est-à-dire de la colonne vertébrale, qui, pour travailler, doit mettre en action le corps tout entier par simple déplacement de son centre de gravité. Et surpris du peu d'usage qui se faisait alors des forces naturelles, ils en conclurent que
que l'émission de nos mouvements devait se faire à partir du plexus solaire, reconnu comme le centre des forces magnétiques et le point de recharge de l'énergie cosmique. Ainsi, respecter les lois de la création, ils pratiquèrent le geste onduleux, continu, qui régit sans interruption tous les mouvements de l'univers. En outre, dans la relation de cause à effet, Malkovski utilisera le poids du corps pour économiser l'effort et s'insurgeant contre la cadence mécanique du métronome, il lui substituera le rythme naturel du balancier avec ses trois forces inégales, actives, passives et neutres. Quant à l'application de son discours, elle se fera avec une connaissance particulière du corps humain, acquise vraisemblablement dans les textes ésotériques orientaux. Ainsi, pour son originalité, sa leçon commençait le plus souvent par cette affirmation. Sachez que nous ne sommes rien, qu'un canal par lequel passe la substance de toute chose qui agit à travers nous. Et cette prise de conscience qu'inlassablement il s'employait à entretenir impliquait aussitôt la mise à l'écoute pour trouver dans la détente l'état de réceptivité. Le développement des muscles n'était donc pas le souci premier de ces exercices. Et il n'entendait pas non plus niveler les individus sur des mouvements d'ensemble bien réglés. Son but était d'abord de faire trouver à chacun le bien-être dans son corps par l'aisance et la maîtrise de ses réflexes, c'est-à-dire en affinant le fonctionnement de son système nerveux. Fortifiant ainsi son dynamisme, il l'aidait à se recharger sans cesse, donc à augmenter ses capacités énergétiques. Et le menant ainsi peu à peu à l'épanouissement physique, il le conduisait simultanément à un certain épanouissement mental et émotionnel. La danse, disait Nietzsche, est aussi indispensable à l'homme que lui sont le rire et les pleurs. Cette parole qu'Isadora fit sienne, Malkovski l'a repris aussi, en se donnant pour mission d'enseigner à travers elle l'art de vivre, le plus grand de tous les arts. Il nous demandait alors de l'aider à nous aider, à ne pas laisser par de mauvaises attitudes obstruer ces canaux nerveux qui font notre capital vital. Pas de raideur musculaire, pas de tension cérébrale, pas d'agitation futile sous l'effet desquelles les nerfs ne peuvent pas fonctionner librement et bénéfiquement. Et il nous prêchait l'abandon. Pas le laisser aller, bien sûr, mais un total oubli de soi-même en parfaite confiance dans cette force invisible qui nous anime, hors de laquelle nulle vie ne saurait exister. Pourquoi, demandait-il, l'homme ivre roule-t-il à terre sans se blesser? Mais parce que son esprit n'exerce plus sur son corps d'autorité restrictive. En le laissant aller dans l'espace à sa pesanteur naturelle, il en oublie la peur de tomber. Quand vous oublierez cette peur, quand vous ressentirez l'absolue confiance que toute créature doit à son Créateur, tout changera dans votre vie. Vous serez aussi léger pour vous déplacer au sol que le poisson dans l'eau et l'oiseau dans les airs, eux qui ne doutent jamais de ce que la nature est là pour les porter. Mais
pour que cette magie opère, le plus difficile est de désapprendre d'abord ce qui a été appris de mauvais. Il faut prendre conscience de la responsabilité constante que l'on a de soi-même, de ses gestes comme de son langage et de son écriture. Il faut veiller quotidiennement, partout, à conserver l'attitude juste. Règle dont l'application était d'autant plus nécessaire qu'on n'entreprenait pas chez Malko le dressage du corps, mais son redressage physique, c'est-à-dire la remise en état de ces mécanismes plus ou moins faussés dans le temps, sous des influences qui ont fini par ancrer des habitudes parfois dangereusement erronées. Obligation donc de contrôler ses émotions et ses pensées, et particulièrement celles qui génèrent l'inquiétude, la crainte, la vulgarité, l'agressivité, la violence, la jalousie, la haine, toutes celles dont les effets négatifs malmènent l'organisme par le circuit des nerfs et perturbent des millions de nos cellules. Soyez bon pour votre corps, ne cessait-il de nous répéter, et gêné dans son cours quand il y avait un visage triste. Rien n'est important, mes enfants, déclarait-il avec bonté, et même ce qui est important ne l'est jamais assez pour entraver notre évolution. Comment, alors, amenait-il ses élèves à retrouver ce qu'on pourrait appeler cette sécurité cosmique, en leur proposant bien sûr de nouvelles habitudes mentales, en combattant l'automatisme et le laisser-aller, en demandant de ne rien faire qui ne soit préalablement pensé en fonction de la liaison indissociable du geste avec la pensée, ce que François Delsarte avait énoncé 50 ans plus tôt dans sa loi de correspondance, démontrant qu'à chaque manifestation du corps correspond une manifestation intérieure de l'esprit. Mais demanderez-vous, comment ce danseur, avec ses principes, a-t-il pu réaliser une danse scénique de grande beauté? Comment, seul, sans costume et sans décor, captivait-il son public, ce qui implique une force d'expression dont il ne reste guère d'exemple aujourd'hui? Je ne donnerai qu'un des principaux traits directifs de son travail qui lui fut tout à fait typique et qui certainement va beaucoup surprendre. La danse de Malkovski était essentiellement un langage, c'est-à-dire un mouvement d'expression qui doit s'exprimer par le corps tout entier. Elle ne commencera donc jamais par les jambes, conformément à sa logique et à son grand souci de vérité, car il est facile à chacun de vérifier que les membres inférieurs peuvent déplacer le corps par simple action mécanique, sans pensée, sans émotion et sans âme. Or, toute communication gestuelle suppose une intention visualisée intérieurement, aussitôt extériorisée par le centre des forces magnétiques situé dans la poitrine. Donc, les mouvements de Malkovski, pour être signifiants, dès que pensés, précédés du regard qui les dirige, ne peuvent partir que du plexus solaire. Et pour le justifier, il nous invitait à comparer l'expression d'une danse sans participation des bras, seulement esquissée des épaules ou du torse sous l'effet d'une pensée intérieure, ou avec la pauvreté de celle qui, au contraire,
exécuté simplement par les bras et les jambes, même dans une perfection géométrique, amuse peut-être les yeux, mais n'exprime absolument rien et ne touche pas le cœur. Ces mouvements, qui n'ont de but qu'eux-mêmes, qui ne produisent qu'un effet visuel décoratif, ne sont pas les siens, lesquels, nous l'avons déjà dit, seront toujours les instruments traducteurs de la vie intérieure. Jamais donc chez lui les bras ne sont ni directifs ni autonomes. Ils ne se déploient qu'en prolongement des mouvements du corps déclenchés par l'action du centre de gravité. Quant aux jambes, dont il rejette les effets spectaculaires, il les utilisera bien sûr, mais dans leur rôle normal, c'est-à-dire dépendant en réflexe d'appui ou de levier compensateur, rôle qui s'impose de façon innée, spontanément dans notre vie courante, comme l'exige l'organisation de la nature. Et bien que considérée par certains comme demeurant passive, il est intéressant de constater que par cette méthode, les jambes se remodèlent pourtant aussi harmonieusement que l'ensemble du corps, en juste proportion et dans la même qualité de tissu. Mais laquelle d'entre nous ne s'est jamais entendu gentiment interpeller dans un cours pour avoir enfreint la règle sacrée et s'être déplacé par les pieds? Il faut dire, la décharge des contrevenants, que l'écart est si infime, quelques fractions de seconde, entre la mise en action du centre de gravité et la réaction naturelle des jambes, qu'il faut un certain entraînement, souvent de plusieurs années, pour que ces réflexes, s'ils sont faussés, soient retrouvés à jamais. Et sûr de pouvoir être convaincant, il le démontrait par un acte très simple de la vie ordinaire, qui consiste à saisir tout simplement un objet placé au-dessus de soi. Dirigé par le regard, le corps se hausse verticalement, prolongé par le bras qui se lève, tandis que simultanément, sans la moindre intervention de l'esprit, la jambe opposée réagit immédiatement et se soulève d'elle-même pour assurer l'équilibre. Ce réflexe, facilement vérifiable, ne peut être enfreint par aucun de nous qu'au risque d'annuler l'action qui s'engage. Et cette loi naturelle incontournable, Malko sagement la prend pour guide. Car l'inverse peut-il se produire? Une jambe peut-elle se lever d'instinct sans qu'on y pense et entraîner le bras opposé pour le mettre en état d'exécuter un acte motivé? Peut-être cet exercice pourrait-il être inventé pour amuser ou pour obtenir certains effets originaux. Mais quelle en serait la force expressive et l'efficacité? Humainement, il n'en a pas. Pour Malkovski, il est faux, il est vide, jamais il ne se servira de ces fantaisies-là. Être un danseur libre, précisait-il, croyez-vous que ce soit danser n'importe quoi, n'importe comment? Non. Dans la danse libre, il faut savoir que c'est le corps qui est libre, c'est-à-dire que ses mouvements s'exercent sans contrainte, mais en répondant pourtant aux lois les plus rigoureuses, celles de la création qui assurent depuis toujours l'équilibre de l'être humain. Et on ne saurait vivre pleinement sans les respecter, les perfectionner, les embellir, les corriger si elles dévient, ou même tout simplement les découvrir.
Mais Malkovski s'est toujours refusé à les modifier selon des idées qui s'imposeraient contre nature et qui ne seraient pas sans danger, tant pour l'être physique que pour l'être mental et émotionnel. Loin de nous les marionnettes sans âme, répétait-il toujours. Nous ne cherchons pas le joli, nous cherchons le vrai. Et c'est en cherchant le vrai que nous trouverons le beau. Isadora Duncan, la plus célèbre des novatrices, unanimement reconnue aujourd'hui mère de la danse contemporaine, qui fit, à la fin du XIXe siècle, révolution chez les artistes du monde entier, disait avec humilité « L'être humain ne peut rien inventer, il ne peut que trouver. Ma danse existait avant moi, je l'ai trouvée, elle dormait. Je n'ai fait que la réveiller. » Malkovski non plus n'a rien inventé, il a observé, il a réfléchi et il a trouvé. J'ai cherché de tout mon être, disait-il, à saisir le rythme puissant du cosmos dans lequel toutes créatures sont intégrées. J'ai cherché à voir en regardant, à entendre en écoutant. Puis, il a eu le mérite d'appliquer avec respect et intelligence ce qu'il a découvert et compris de ces lois immuables et de leur supériorité permanente sur celles issues de l'imagination tâtonnante des hommes. S'il les a adoptées, c'est pour leur bienfaisante efficacité, car il s'attristait souvent des désordres que peut causer leur méconnaissance dans tant d'exercices physiques incompris. L'action n'est pas l'agitation, disait-il. La force n'est pas la brutalité. Tout dans la création le fascinait et dans sa mobilité lui parlait. Le frémissement des feuilles, l'éclosion des fleurs, la flexibilité des branches, l'ondulation de l'herbe et aussi les sursauts des torrents, le roulement des galets, les combats du ciel et de la mer, et il était présent jusqu'au plus haut de l'atmosphère où la course des nuages et la poussée des vents le confirmaient dans la perpétuité du dynamisme unique, cause sans cause de toutes les causes et dans tous ses effets irréfutables. Et il s'émerveillait autant de la vie animale, frappé de l'inaltérabilité des mouvements conservés par chaque espèce depuis l'origine des temps. Il n'oublia jamais ses rencontres dans les Carpates avec les bêtes sauvages et l'enrichissement technique qu'elles lui avaient apporté. L'ours qui grimpe, le daim qui bondit, l'aigle qui plane, l'hirondelle qui fend l'air, le poisson qui file comme une flèche, ne dépense pas inutilement une calorie d'énergie. C'est à eux qu'il se réfère quand il insiste sur la logique du mouvement, laquelle ne déroge jamais dans la vie universelle. Le chat qui marche, mais aussi la vague qui se déroule, le blé qui ondule, les flammes qui jaillissent, sont autant de clichés dont il usait, car les leçons particulières que chacun offre à déchiffrer ont un facteur commun, la pérennité de leur logique respective. Aussi dénonçait-il l'homme, le seul être vivant capable de détruire la sienne, quand dans sa vie civilisée, il préfère abandonner au profit d'instruments mécaniques l'exercice des mouvements vitaux que lui impose la nature. Voyez-vous souvent des animaux mal faits, demandait-il, alors que vous voyez tant de déformations chez les hommes. En perdant l'exactitude de leurs gestes,
ils perdent leur équilibre physique, mais malheureusement, ils perdent aussi leur équilibre mental et leur sensibilité. Et c'est dans ce discours qu'il apporte les preuves d'une certaine collaboration avec Raymond Duncan, le frère d'Isadora. Dans un de ses rares écrits datés de 1914, a exposé ses idées personnelles sur l'éducation corporelle. Il les résume ainsi. L'homme, pense-t-il, est sur terre pour travailler. S'il ne travaille pas, ou s'il travaille mal, il est condamné à souffrir. Mais s'il travaille bien, il ressent les émotions et les sentiments engendrés par les bons mouvements producteurs de choses utiles et belles, de même pour ceux qui noblement assurent son salut. Et il est convaincu de ce que sa véritable gymnastique, c'est celle que lui impose indispensablement son créateur, c'est-à-dire l'exercice de travaux manuels auquel il a dû s'astreindre dès le début du monde pour vivre et pour se défendre. Or, depuis quelques siècles, par l'effet du progrès mécanique, la vie de l'être humain est devenue plus facile. Et ses travaux corporels ont de beaucoup régressé, ce que Duncan déplore. Car en vertu de la loi qui veut que la fonction crée l'organe, le potentiel physique naturel de l'homme, en conséquence, a considérablement diminué. Désireux de pallier cette dégénérescence qui s'aggrave, il suggère donc, pour l'aider à retrouver la plénitude des capacités physiques inhérentes à son espèce, de lui faire pratiquer des exercices compensateurs, non pas des jeux inventés pour le distraire, mais une synthèse des activités manuelles qu'il a cessé d'exercer et qui, dans un long passé, assuraient son équilibre vital. La construction d'un tel système impliquait de retrouver tous les mouvements professionnels des temps révolus, quand l'être humain devait tout produire de ses mains, et ses biens de consommation, et ses objets de grande nécessité. Par cette méthode, qui l'obligerait de nouveau à agir de tout son corps, il l'embellirait, lui redonnerait son potentiel vital et le remettrait en harmonie avec les mouvements de son âme qui, en contact direct avec l'âme cosmique, lui ferait bien sentir, bien comprendre, bien remplir le rôle qui lui est assigné dans l'univers. Nous laissons à Raymond Duncan la responsabilité de ses paroles, bien sûr. Mais quelle était exactement sa relation avec Malkovski ? Quelle était la qualité des échanges entre les deux hommes ? Quel fut l'apport de l'un pour l'autre ? Ces questions n'auront jamais de réponse. On sait qu'un conflit les éloigna irréversiblement, et si toute l'activité de Malkovski ne fut qu'un chant de gloire à la mémoire d'Isadora, jamais dans ses cours il ne prononçait pour s'en référer le nom de son frère Raymond. Et c'est pourtant dans cette voie que vient d'expliciter Duncan que Malkovski s'est engagé artistiquement. Ce qu'on lui reprocha d'ailleurs au début de sa carrière. Le grand critique Fernand d'Ivoire, qui devint plus tard son ami, trouvant dans ses premières chorégraphies des réminiscences des gestes de travailleurs, leur donna, non sans condescendance, le nom de danse domestique, comme si la mémorisation et l'idéalisation de ces mouvements innés
indispensable et salvateur, transmis de génération en génération sur toute la planète pendant des centaines de siècles, était dévalorisante. Il fallait donc l'audace et le génie d'un grand danseur pour faire de ces mouvements élémentaires retrouvés dans leur perfection technique, stimulants, régénérateurs de l'énergie et du dynamisme, des mouvements expressifs, harmonieux et décoratifs, et les introduire dans une danse de scène stylisée, subtile, communicative et bénéfique. Car la fatigue musculaire n'existait pas chez Malkowski. Même à la fin de plusieurs heures de cours, le corps n'était pas épuisé, mais rechargé au contraire, à condition bien sûr que les mouvements corrigés apparemment faciles aient été correctement accomplis. Pour s'en inspirer, il lui fallut donc beaucoup observer les hommes dans leurs travaux les plus pénibles. Il s'interrogea sur le secret du terrassier, sur celui du porteur, du haleur, du bûcheron, du forgeron, du faucheur, accomplissant des tâches qui aujourd'hui, de toute évidence, viendraient à bout en peu de temps d'un homme ordinaire. Il est allé les étudier dans des civilisations différentes et sous d'autres climats, et admira, chez les moins développés intellectuellement, la supériorité de l'intuition et l'instinctive sûreté de connaissances héréditairement conservées depuis des millénaires dans leur mémoire corporelle. Si le semeur, le bûcheron, le carillonneur et tous les autres qu'on ne connaît plus aujourd'hui, remplacés depuis longtemps par des machines, si anachroniques apparaissent a priori, leur présence fictive dans son travail, c'est en hommage à la perfection gestuelle que nous avons à réapprendre d'eux. C'est par eux qu'il a pu vérifier la justesse de ces grands principes d'action et de réaction, le point d'émission des mouvements, la nécessité et la précision du regard conducteur, la mise en action du corps tout entier et l'utilisation de son poids pour économiser l'énergie, la dépense modulée de la force motrice au rythme du balancier, la très courte immobilité du répit nécessaire à la recharge énergétique, le tout concourant à un maximum d'efficacité avec une dépense minimale d'efforts musculaires. Mais proposant tous ces travailleurs en modèle, il interdisait de les imiter, car il condamnait sévèrement la copie comme une démission de la personnalité. « Ne copiez même pas sur moi, nous suppliait-il. Vous vous abaisseriez, vous deviendriez servile. Ne faites jamais une chose parce que quelqu'un ou moi-même vous a seulement dit de la faire. Ne la faites que si vous la savez juste, que vous êtes sûr de pouvoir le démontrer pour l'affirmer. Ce que je fais, vous pourrez le faire un jour beaucoup mieux que moi. Tous les talents, vous les avez en vous, mais vous ne le savez pas. Cherchez et vous trouverez. » Et il ajoutait toujours avec une grande sagesse, « Mais soyez patients, mes enfants. Tout ce qui se fait dans la précipitation est voué à l'échec. » Donc, il faut d'abord observer le carillonneur, mais ne pas faire comme le carillonneur. Malko expliquait sa technique, puis demandait de s'investir complètement dans ce rôle, pas en l'analysant, ni en le raisonnant, mais d'instinct, en acteur, vouloir devenir soi-même ce carillonneur et se voir véritablement en position d'ébranler la masse énorme de la cloche, la visualiser et d'avance
écouter intérieurement le son qu'on veut lui faire produire. Ainsi, incarnant l'élève virtuellement dans un exercice motivé, vivant et vrai, son but était de lui faire trouver à plus ou moins long terme, mais par son action propre et sa recherche intérieure, la joie de la réussite et surtout le prix de l'effort. Savoir, oui, disait-il, mais savoir-faire, c'est bien autre chose. On peut tricher avec les mots, mais on ne triche pas avec le corps. La maladresse et toutes les difficultés motrices ne sont pas les conséquences de la mise en action erronée d'un mouvement. On pense généralement qu'il y a des êtres doués et que d'autres le sont moins et que c'est irréversible. Mais non, il y a ceux qui ont la connaissance innée de leur corps et ceux qui sont encore à sa découverte. Son éducation corporelle complète, ainsi conçue, sans dépense d'énergie inutile, était reconnue comme l'une des meilleures pour l'entraînement à tous les sports. Lui-même, excellent cavalier, grand nageur, skieur infatigable, stupéfiait dans sa vieillesse combien de jeunes sportifs qui venaient l'interroger sur ses exploits. Mais, discret dans la vie quotidienne, il enseignait avec noblesse l'humilité de sa condition d'homme. Il dénonçait la vanité et la faiblesse de ce pauvre petit moi dans son aveuglement et son impuissance, quand il sépare son cœur du cœur de l'univers. Et il nous replaçait dans l'infini, dans l'immensité de l'espace sidéral qu'on oublie de considérer dans l'enseignement moderne, sur l'axe qui nous traverse du centre de la Terre à celui du zénith, et sur l'invisible chaîne qui nous relie dans le temps aux civilisations enfouies. Il employait alors son cœur exceptionnel à nous faire retrouver dans ce monde extraordinairement agrandi à ses dimensions réelles un peu de nos pouvoirs perdus, inquiets de l'érosion qu'opère sur les cœurs mal armés la civilisation industrialisée dans laquelle il était si mal à l'aise. Et déplorons ce trop d'assistance mécanique qui plus que jamais entretient l'homme dans l'ignorance de ses capacités véritables, qui lui fait perdre ses forces combatives pour lutter contre l'angoisse qui vient de ce fléchissement collectif, lui mettait son honneur à nous faire regagner individuellement nos forces de défense et notre volonté de résistance. Ne pas subir, prêchait-il avec force, devant ce risque redoutable qui nous menace jusque dans le domaine culturel et artistique. Et lisant dans les gestes, comme d'autres lisent dans l'écriture, connaissant chaque élève dans sa vie intérieure, il respectait nos différences. Le corps est l'instrument de l'âme, disait-il. La démarche d'un être, le moindre de ses gestes, sont révélateurs au plus haut point. J'essaie, à partir de ces repères, de vous faire découvrir vos possibilités latentes et de prendre conscience de vos faux plis. Mais jamais je ne toucherai à vos personnalités. Il conseillait, il démontrait, mais il n'imposait rien. Sa maison était toujours ouverte, il aimait qu'on y vienne, il y accueillait en ami, toujours chaleureusement. « Vous êtes ici chez vous, disait-il. Vous voyez ce qu'on y fait. Mais si ce n'est pas ce que vous cherchez, vous êtes libre. Vous pouvez aller ailleurs, là où l'enseignement vous paraîtra meilleur. » Et si vous interrogez ceux qui l'ont longtemps suivi,
ils vous diront tous, avec la même sincérité, il a transformé ma vie. Et c'est vrai. Sous l'effet d'un nouvel état d'esprit, le corps progressivement se remodèle, ses formes s'épurent, ses proportions s'harmonisent, ses tissus s'assouplissent avec une nouvelle élasticité. L'œil, peu à peu, commence à voir ce qu'il ne voyait pas, et l'oreille à entendre ce qu'elle n'entendait pas. Tout ce qui était anguleux, crispé, qui révélait les malaises de l'âme, peu à peu devient courbe, fluide, calme, prouvant que la confiance, l'assurance, la sérénité sont trouvées. Ce réapprentissage gestuel se faisait généralement en 3 ans, dans un état de difficulté exaltante. Jamais je ne vous dirai que c'est bien, nous prévenait-il, parce que je vous demanderai toujours mieux. Mais n'oubliez pas, mes enfants, que ce n'est qu'en vous-même que vous devez chercher. Et Modeste, il usait volontiers du célèbre aphorisme « Aucun maître ne peut rien nous apprendre si ce n'est nous montrer le chemin qui mène à la connaissance de soi. » Difficile est de résumer dans une courte causerie ce que fut l'extraordinaire enseignement de Malkovski. Car si son école n'a pas été celle du spectacle, elle a d'abord été celle d'un nouvel éveil et pour certains d'une véritable renaissance. Il n'est pas possible de lire en entier sa magnifique profession de foi de danseur, qui étonnera aussi car elle dépasse de beaucoup celle d'un artiste. C'est celle d'un être complet, qui s'exprime en naturiste dans le sens absolu du mot, car vivant en symbiose avec la nature, il admire et respecte religieusement la concrétisation de la pensée créatrice qui le fait parler en poète, en musicien, en philosophe, en métaphysicien, en pédagogue et surtout en thérapeute, car si cet objectif n'est pas spécialement traité dans un chapitre, d'évidence, il transparaît au premier plan de tous les autres. Je n'en donnerai donc en conclusion que cet extrait de quelques lignes. Pour danser, écrit-il, il faut avoir entendu le cri de joie pure des hommes et celui des oiseaux dans leur vol. Il faut avoir entendu celui de l'aigle, ivre de liberté, prêt à plonger dans l'abîme. Il faut avoir vu le premier sourire des enfants. Il faut avoir vu mourir. Il faut avoir respiré l'air après l'orage. Il faut avoir vu s'ouvrir les fleurs le matin et regarder les yeux rieurs de la rosée. Il faut avoir intercepté le mouvement de la flamme, celui de la lumière, celui des grands vents du nord. Il faut avoir écouté le silence des steppes sur la neige, avoir suivi le mouvement des torrents et celui des rivières qui coulent vers la mer, puis avoir vu les vagues se jeter impétueusement contre les rochers, s'y briser, se renverser en écumant et fumer de colère dans une poussière d'eau. Pour danser, il faut avoir écouté le mouvement perpétuel des arbres. Il faut avoir erré par 1000 chemins dans les montagnes et dans les plaines. Il faut avoir chevauché dans les brumes et s'être confondu dans le galop du cheval. Il faut avoir senti la joie saine de vivre dans les parfums de Mars qui versent l'espoir, la foi et la jeunesse au cœur de l'homme. Ce vaste souffle de l'univers vaut bien la peine d'être transmis dans une vision beauté, dans une danse où l'âme se purifie des banalités, des vulgarités, des laideurs. Des lois immuables régissent tous les mouvements dans l'univers, ceux des mondes et des atomes,
ceux de tous les êtres vivants, des végétaux, des animaux, jusqu'au moindre insecte, avec une logique merveilleuse, un équilibre parfait. Hommes, nous avons le plus grand intérêt à nous rapprocher du rythme universel dont nous faisons partie pour acquérir la plénitude de nos capacités. À l'homme, des mouvements d'hommes pour vivre et pour danser. Je vous remercie.